Chapitre 22. Réveiller la bête. Les personnalités à l'esprit vif sont des cibles ardues. Elles perceront à jour vos manœuvres, se poseront des questions. Ne stimulez surtout pas leur esprit. Réveillez plutôt leur sens endormi en combinant une vulnérabilité feinte avec une brûlante sensualité. Tandis que votre calme et votre nonchalance désamorceront leurs défenses et leurs inhibitions, allumez-les par des œillades, des intonations de voix, des postures provocatrices. Ne cherchez pas à les forcer. Travaillez leur libido. Faites monter la température jusqu'à l'instant fatal où toute réserve, toute morale, tout souci de l'avenir cède au profit de l'extase du corps qui s'abandonne. Faire monter la pression. En 1889, Ernest Jurgens, co-administrateur de l'Eden Museum de New York, vint en France comme il le faisait souvent pour se tenir au courant de l'actualité artistique internationale. Jurgens était connu pour son honnêteté, qualité rare dans le monde du spectacle, et pour son flair professionnel. Un soir qu'il se promenait sur les quais du Vieux-Port de Marseille, il entendit des acclamations dans un cabaret populaire et décida d'y entrer. Une danseuse espagnole âgée de 21 ans, Caroline Otero, faisait son numéro sur scène. Dès le premier regard, l'Américain fut conquis. La jeune fille était une magnifique créature. Haute d'1,75 m, des yeux de braise, une chevelure qui lui descendait jusqu'aux reins, une taille de guêpe. Mais ce qui fit battre le cœur de Jurgens, c'était la façon dont elle dansait le fandango. Tout son corps irradiant une énergie d'animal en chaleur. Sa technique n'était guère professionnelle, mais peu lui importait. Elle avait tant de bonheur à être sur scène qu'elle se lâchait sans inhibition. Jurgens constata qu'il n'était pas le seul à l'observer bouche bée. Après la fin du numéro, Jurgens alla en coulisses pour se présenter. Il lui parla de New York et de son métier. Les yeux de la belle Otero brillaient. Il se sentit envahi par une poussée de chaleur, une crispation exquise quand elle le toisa des pieds à la tête, tandis que sa voix grave et rauque roulait une cascade de air. Elle ferma la porte, sourde à tous les admirateurs qui la suppliaient de les recevoir. Sa façon de danser, déclara-t-elle, était entièrement spontanée. Sa mère était gitane. Elle demanda bientôt à Jurgens de lui tenir compagnie pour la soirée. Lorsqu'il l'aida à enfiler son manteau, elle s'appuya légèrement contre lui, comme si elle avait perdu l'équilibre. Puis, tandis qu'elle faisait le tour de la ville à son bras, elle se penchait de temps à autre pour lui chuchoter à l'oreille. Jurgens, pourtant marié et d'ordinaire fidèle à sa femme, la serrait contre lui et se sentait fondre. Presque sans réfléchir, il ramena Caroline Otero dans sa chambre d'hôtel. Là, elle ôta son manteau, ses gants et son chapeau. Chose tout à fait normale, mais ces gestes enflammèrent le timide Jurgens qui désormais ne s'appartenait plus. Le lendemain matin, Jurgens signa à la belle danseuse un contrat fabuleux, à ses risques et périls, car elle n'était au mieux qu'une débutante. Il l'emmena ensuite à Paris et appointa pour elle le meilleur professeur de comédie. Après quoi, il rentra en hâte à New York et publia un article de presse sur cette mystérieuse beauté espagnole qui s'apprêtait à conquérir la ville. Bientôt, les journaux rivalisèrent de scoops. C'était une comtesse andalouse, une fille échappée d'un harem, la veuve d'un cheik, etc. Jurgens faisait de fréquents voyages à Paris pour être avec elle, oubliant sa famille et la comblant d'argent et de cadeaux. Les débuts de la belle Otero à New York eurent lieu en octobre 1890. Ce fut un succès étourdissant. Otero danse avec abandon, relatait le New York Times. Son corps mince et souple se tord avec la vivacité d'un serpent. En quelques semaines, elle donna la fièvre à toute la société new-yorkaise. On l'engageait pour des spectacles privés jusque tard dans la nuit. Le magnat de la finance, William Vanderbilt, lui fit la cour à coups de bijoux de prix et de soirées sur son yacht. Les millionnaires se l'arrachaient. Pendant ce temps,
Jürgens puisait à brasser dans la caisse de sa compagnie pour la combler de cadeaux. Il aurait fait n'importe quoi pour la garder, et il y avait une concurrence folle. Quelques mois plus tard, ses détournements furent dénoncés. Ruiné, il finit par se suicider. La belle Otero rentra à Paris, et en quelques années devint la courtisane la plus dépravée de la Belle Époque. Sa réputation se répandit comme une traînée de poudre. Une nuit avec elle valait tous les aphrodisiaques du monde. C'était un tempérament et elle était exigeante, comme il fallait s'y attendre. Le prince Albert de Monaco, rongé de doutes sur sa virilité, se mua en étalon insatiable après une nuit avec elle. Elle devint sa maîtresse. Il fut suivi d'autres têtes couronnées, le prince de Galles, futur Édouard VII d'Angleterre, le Shah d'Iran, le grand-duc Nicolas de Russie. D'autres hommes moins fortunés vidèrent leur compte en banque et connurent un sort aussi funeste que Jürgens. Pendant la Première Guerre mondiale, un soldat américain cantonné en France, du nom de Frederick, gagna 37 000 $ au dé au cours d'un tournoi. Dès sa permission suivante, il se rendit à Nice et descendit dans le meilleur hôtel. Il y reconnut la belle Otero, seule à une table du restaurant. Il l'avait vue danser à Paris 10 ans plus tôt et en avait gardé un souvenir obsédant. Elle approchait de la cinquantaine, mais avait toujours grande allure. Moyennant quelques pourboires, il obtint de partager sa table. C'est à peine s'il arrivait à prononcer un mot. Le regard de ses yeux de braise, un simple mouvement de son corps sur la chaise, un frôlement au moment de se lever. Ils sortirent ensemble faire un tour à pied sur le boulevard et passèrent devant une bijouterie. Quelques minutes plus tard, le jeune militaire lui passait au cou un collier de diamants de 31 000 $. Pendant 3 nuits consécutives, la belle Otero fut à lui. Jamais il ne s'était senti si viril et impétueux de sa vie. Des années plus tard, il restait convaincu que ces nuits valaient largement le prix qu'elles lui avaient coûté. Interprétation. La belle Otero était une femme superbe. Pas plus que des centaines d'autres, pour certaines dotées de plus de talent et de charme. Mais l'Espagnol était un brasier permanent. Les hommes lisaient cela dans ses yeux, dans ses gestes, le percevaient à toutes sortes d'indices. C'était une insatiable érotomane. Elle n'en était pas moins, comme toute prostituée de haut vol, pragmatique et calculatrice. Ses appâts étaient son gagne-pain et elle savait s'en servir. Quand elle était sur scène et s'abandonnait complètement à la danse, les hommes de l'assistance avaient l'impression de revivre. En privé, toutefois, elle était un peu distante. L'homme aime à se convaincre qu'une femme ne s'embrase que parce qu'elle le trouve particulièrement désirable. Aussi la belle Otero dosait-elle son érotisme. Effleurements, regards assassins, langueur dans la voix, allusions grivoises. Tout cela personnellement ciblé faisait graduellement monter la pression. Dans ses mémoires, elle révèle que le prince Albert était un piètre amant. Mais il ne fut pas le seul à se croire un bouc, un bélier, une bête, une brute. L'ardeur venait de la belle Otero, mais elle donnait à son partenaire l'impression d'être l'initiateur. Le secret pour attirer votre cible jusqu'à l'apothéose finale, ce n'est pas de claironner vos intentions. Le message doit passer non à travers les mots, mais à travers le corps et les sens. Votre cible doit capter votre désir, le lire dans vos yeux, dans le frémissement de votre voix, dans votre réaction quand vos corps se rapprochent. Inutile de forcer la nature. Choisissez une victime qui produise sur vous cet effet. Voir chapitre 1, et cela viendra naturellement. Tout le temps de la séduction, il vous a fallu vous retenir, intriguer et frustrer votre victime. Ce faisant, vous vous êtes vous-même frustré, ce qui vous a pas mal échauffé. Une fois que vous sentez votre proie irrémédiablement prise à l'hameçon, lâchez la bride à votre désir. Inutile de multiplier les gestes. Le désir est contagieux, même à distance. Votre cible s'enflammera en retour. Laissez-lui faire le premier pas, cela brouillera les pistes.
À vous de poursuivre. Vaincre les inhibitions. Un jour de 1931, dans un village de Nouvelle-Guinée, une jeune fille du nom de Tuper-Selaï apprend une bonne nouvelle. Son père, Alaman, parti depuis plusieurs mois travailler dans une plantation de tabac, est de retour. Tuper-Selaï court l'accueillir. Événement insolite sur l'île, son père a un blanc à ses côtés. C'est le propriétaire de la plantation, un Australien de 21 ans, originaire de Tasmanie, Errol Flynn. Celui-ci adresse un grand sourire à Tuper-Selaï, dont il semble particulièrement apprécier la poitrine nue. En Nouvelle-Guinée, les jeunes filles ne sont traditionnellement vêtues que d'un pagne en raffia. Il la complimente en pidgin sur sa beauté et s'applique à répéter son nom, qu'il prononce à merveille. Il ne dit pas grand-chose d'autre d'ailleurs, car il ne parle pas leur langue. Puis il la salue et s'éloigne avec son père. Elle apprend le jour même, à son grand désarroi, qu'elle a plu à Mr. Flynn et que celui-ci l'a acheté à son père contre 2 cochons, quelques pièces de monnaie anglaise et quelques coquillages. La famille est pauvre, son père est assez content du marché. Tuper-Selaï a au village un ami qu'elle préférerait ne pas quitter, mais elle n'ose pas désobéir et repart avec Mr. Flynn pour la plantation de tabac. Elle n'a nulle intention de se montrer gentille avec cet homme dont elle attend les pires traitements. Les premiers jours, Tuper-Selaï a le mal du pays. Elle est nerveuse, dépaysée. Mais Mr. Flynn est poli et lui parle avec douceur. Elle commence à se détendre, et puisqu'il garde ses distances, elle juge qu'elle ne risque rien avec lui. Comme les moustiques s'en prennent à la peau blanche de son maître, elle le lave tous les soirs avec une décoction d'herbes parfumées pour les éloigner. Bientôt une pensée lui vient. Mr. Flynn est seul, il a besoin de compagnie. C'est sans doute pour cela qu'il l'a acheté. Le soir, il lit. Alors elle prend l'habitude de le distraire par des chants et des danses. Parfois, il tente de lui parler dans un pidgin maladroit et par geste. Elle n'a pas la moindre idée de ce qu'il raconte, mais cela la fait rire. Un jour enfin, elle comprend qu'il est question de nager. Il l'invite à l'accompagner jusqu'à la rivière Laloki. Elle ne demande pas mieux que de venir, toutefois le cours d'eau grouille de crocodiles. Elle se munit donc d'une lance, au cas où. Arrivé sur la berge, Mr. Flynn semble soudain plein d'énergie. Il arrache ses vêtements et pique en tête. Elle en fait autant et nage jusqu'à lui. Il l'enlace et l'embrasse, et il dérive au fil du courant, elle accrochée à son cou. Elle a tout oublié. Les crocodiles, son père, son ami de cœur, son village. Au méandre suivant, ils sortent de l'eau, ils la portent jusque dans un bosquet près de la rive et... Tout s'est passé si vite que Tuper-Selaï se laisse faire. Désormais, cela devient un rituel quotidien. Le bain, le bosquet. Jusqu'au jour où la plantation se retrouve en difficulté et où Mr. Flynn doit quitter la Nouvelle-Guinée. Quelques 10 ans plus tard, une jeune fille du nom de Blanca Rosa Welter se rend à une soirée à l'hôtel Ritz de Mexico. Elle s'apprête à jeter un coup d'œil au bar pour voir si ses amis sont arrivés, quand un homme d'un certain âge, très grand, s'interpose et lui déclare avec un délicieux accent « Vous devez être Blanca Rosa ». Il n'a pas besoin de se présenter. C'est le célèbre acteur d'Hollywood Errol Flynn. Son visage est partout sur les affiches, et c'est un ami des Davis qui reçoivent ce soir-là. Il lui en fait l'éloge de la beauté de Blanca Rosa, qui fête ses 18 ans le lendemain. Gracieux et sûr de lui, il la conduit à une table à l'écart. En l'écoutant, elle en oublie ses amis. Il lui parle de sa beauté, répète son nom, lui promet de faire d'elle une vedette. Sans qu'elle ait le temps de réaliser ce qui lui arrive, il l'invite à venir le rejoindre à Acapulco où il passe ses vacances. Leurs amis mutuels, les Davis, n'ont qu'à l'accompagner en qualité de chaperon. « Ce serait merveilleux, dit-elle, mais ma mère ne voudra jamais. »« Ne vous inquiétez pas pour ça, » répond Errol Flynn. Le lendemain, il se présente chez elle avec un beau cadeau d'anniversaire.
sa pierre de naissance joliment montée en bague. Séduite par son sourire enjôleur, la maman de Blanca donne son autorisation. Et le jour même, Blanca monte dans l'avion pour Acapulco. Elle a l'impression de vivre un rêve. Les Davis, qui se sont engagés auprès de la mère de Blanca, s'efforcent de ne pas la perdre de vue. Errol Flynn la fait donc monter sur un radeau et il dérive vers le large. Étourdie par ses mots doux, elle le laisse lui prendre la main et l'embrasser sur la joue. Le soir, ils dansent ensemble. Puis, à la fin de la soirée, il la raccompagne jusqu'à sa chambre et, en guise de sérénade, lui chante une chanson avant qu'ils ne se séparent. Quelle journée merveilleuse! Au milieu de la nuit, elle se réveille. Quelqu'un l'appelle du balcon. Comment a-t-il grimpé là? Sa chambre est à l'étage au-dessus. Soit il a sauté, soit il est descendu à une corde. Dans les deux cas, il a pris des risques. Nullement effrayée, mais curieuse, elle s'approche. Il l'enlace doucement et l'embrasse. Elle se sent vibrer de la tête aux pieds. Inondée de sensations nouvelles, elle éclate en sanglots. De bonheur, se hâte-t-elle de préciser. Errol Flynn la console d'un baiser et remonte dans sa chambre, aussi inexplicablement qu'il est venu. Blanca est à présent follement amoureuse de lui et prête à lui donner tout ce qu'il demandera. Quelques semaines plus tard, d'ailleurs, elle le suivra à Hollywood, où elle deviendra une actrice célèbre sous le nom de Linda Christian. Nora Eddington, âgée de 18 ans, a décroché en 1942 un petit job. Elle vend des cigarettes au tribunal du comté à Los Angeles, qui pour l'heure bourdonne comme une ruche et grouille de journalistes de la presse à scandale. Il paraît que 2 jeunes femmes poursuivent pour viol l'acteur Errol Flynn. Nora l'a remarqué, bien sûr. Un homme grand et très beau qui de temps en temps lui achète des cigarettes, mais elle n'a de pensée que pour son petit copain, un jeune marine. Quelques semaines plus tard, Flynn est acquitté et le lieu devient plus calme. Un beau jour, Nora reçoit un coup de fil. C'est l'assistant d'Errol Flynn dont elle a fait la connaissance durant le procès. L'acteur, lui dit-il, invite Nora à passer le voir chez lui, sur Mulholland Drive. Nora n'est pas du tout intéressée. Pour tout dire, Flynn lui fait un peu peur. Mais elle a une amie qui meurt d'envie de le rencontrer. Celle-ci la persuade d'accepter l'invitation et de la laisser l'accompagner. Après tout, pourquoi pas? Nora dit oui. Le jour venu, l'assistant d'Errol Flynn vient les chercher en voiture et les conduit dans une magnifique villa au sommet d'une colline. Elle trouve l'acteur torse nu au bord de sa piscine. Il vient les saluer, avec des mouvements si souples et si félins que Nora sans toute crainte l'abandonner. Il leur fait visiter son domaine, plein de souvenirs de ses voyages en mer, en parlant si éloquemment de son amour pour l'aventure que la jeune fille se prend à regretter de ne pas avoir elle-même une vie plus aventureuse. Il se comporte avec une courtoisie irréprochable et pose même à Nora des questions sur son petit copain, sans la moindre trace de jalousie. Le lendemain, Nora a justement rendez-vous avec son fiancé. Bizarrement, il l'intéresse beaucoup moins. Ils se disputent et elle rompt sur le champ. Le même soir, Flynn l'emmène dans une boîte de nuit célèbre, le Mocambo. Il boit et plaisante. Elle se met vite au diapason et se laisse prendre la main, mais tout à coup elle panique. « Je suis catholique et vierge », lâche-t-elle brusquement, « et j'ai l'intention de porter un voile blanc le jour où je me présenterai dans une église devant un autel pour me marier. Si vous avez l'intention de coucher avec moi, vous perdez votre temps. » Parfaitement calme, Flynn lui affirme qu'elle n'a rien à craindre. Sa compagnie lui plaît, voilà tout. Elle se détend et lui demande poliment de retirer sa main. Puis, pendant plusieurs semaines, ils se voient presque tous les jours. Elle devient sa secrétaire. Elle vient passer les week-ends dans le pavillon où il reçoit ses amis. Il l'emmène au ski, en bateau. Il se montre toujours irréprochable. Cependant, chaque fois qu'il la regarde ou lui effleure la main, elle sent un fourmillement parcourir sa peau comme quand on prend une douche fraîche pendant la canicule.
elle délaisse de plus en plus l'Église. Rien n'est changé entre eux en apparence, pourtant elle sent sa résistance se démanteler. Et une nuit, après une soirée, elle succombe. Flynn et Nora se marieront et connaîtront 7 ans d'une vie conjugale tumultueuse. Interprétation. Des femmes, Errol Flynn en eut des milliers dans sa vie. Elles avaient les meilleures raisons du monde de se méfier de lui. C'était Don Juan en personne. D'ailleurs, il avait tenu ce rôle dans un film. Il était continuellement environné de femmes, et toutes savaient qu'aucune liaison avec lui n'était durable. En outre, il était réputé colérique, et son goût du danger et de l'aventure était notoire. Parmi ces femmes, aucune n'avait davantage de motifs de lui résister que Nora Eddington. Errol Flynn était en procès pour viol. Elle avait un petit ami, et elle était catholique pratiquante. Et pourtant Nora succomba, comme toutes les autres. Certains séducteurs, D.H. Lawrence est un bon exemple, exercent une fascination mentale. Errol Flynn, lui, était physique. Ses manières nonchalantes grisaient les femmes, affaiblissaient leur résistance presque immédiatement, comme une drogue. Il était à l'aise avec elles, plein d'élégance et de confiance en soi, et cette décontraction contagieuse les emportait au fil d'un courant étrange, laissant le monde et ses soucis loin derrière. Puis, au bout de quelques heures, quelques jours ou quelques semaines, un frôlement de sa main, un regard appuyé les faisait frémir, vibrer. Puis il suffisait d'une subite rougeur sur leurs joues, d'un rire nerveux, et Errol Flynn, vif comme le serpent, savait qu'elles étaient à lui. Les obstacles majeurs à la séduction physique sont l'éducation de la victime, son degré d'urbanité et d'intégration sociale qui contraignent le corps, émoussent les sens et emplissent l'esprit de doute et d'inquiétude. Errol Flynn avait la capacité de rendre aux femmes qu'il courtisait leur état de nature où le désir, le plaisir et l'érotisme n'ont aucune connotation négative. Il les entraînait dans l'aventure non par des arguments verbaux, mais par une attitude ouverte et décontractée qui agissait sur elles comme par contagion. C'est par vous que tout commence, comprenez-le bien. Quand le moment sera venu de séduire le corps, commencez par secouer vos inhibitions, vos doutes, vos remords, vos angoisses. Votre confiance en vous et votre aisance décontractée enivreront mieux votre victime que tout l'alcool du monde. Soyez léger, sans entrave ni souci. Rien ne vous contrarie, rien ne vous préoccupe. Invitez votre partenaire à se débarrasser du poids des conventions pour se laisser dériver avec vous au fil du courant. La vie est un long fleuve tranquille. Ne parlez ni de travail, ni de devoir, ni de passé, ni d'avenir comme les autres. Vous êtes différents. Vous offrez l'unique et précieuse griserie d'un abandon à l'instant, du réveil des sens et de l'oubli de la raison. Quand il m'embrassa, cela suscita un engourdissement de tous mes sens comme je n'en avais jamais éprouvé ni imaginé auparavant. C'était une joie instinctive contre laquelle aucune mise en garde, aucun raisonnement ne pouvait me défendre. C'était si nouveau et irrésistible que je ne pus que succomber. La séduction. Ce mot implique de se laisser conduire. Et ce fut si doux, si tendre. Linda Christian. Les clés de la séduction. Aujourd'hui plus que jamais, nos esprits sont distraits, mitraillés d'informations, tiraillés en tous sens. Le phénomène est connu, commenté dans la presse, étudié sous tous ses angles, mais cela n'est guère qu'un surplus d'informations à absorber. Il est pratiquement impossible de mettre à l'arrêt notre activité mentale. Toute tentative ne fait que susciter une recrudescence de pensée, comme un labyrinthe de miroirs dont nous ne pourrions nous échapper. Certains ont recours à l'alcool, aux drogues, au sport, dans le vain espoir de ralentir cette course folle, de s'immerger un peu plus dans l'instant présent. Cette insatisfaction fondamentale offre aux séducteurs astucieux une mine d'opportunités.
Le monde qui vous entoure grouille de gens étouffés par leur hyperactivité mentale que l'attrait du pur plaisir physique fera mordre à votre hameçon. Mais en explorant votre terrain de chasse, n'oubliez pas que le seul moyen de détendre l'esprit est de se concentrer sur un seul objet. L'hypnotiseur, par exemple, demande à son patient de suivre des yeux une montre se balançant au bout de sa chaîne. Dès que celui-ci obéit, son esprit se détend, ses sens s'aiguisent et son corps s'ouvre à toutes sortes de sensations et de suggestions. Le séducteur est une sorte d'hypnotiseur qui fait de lui-même un objet de fascination hypnotique. Pendant tout le processus de la séduction, vous avez monopolisé l'esprit de votre victime à coups de lettres, de billets et d'expériences partagées qui lui ont constamment imposé votre présence, même quand vous n'étiez pas là. Vous entrez maintenant dans la phase physique. Il vous faut vous faire plus présent, rendre l'attention que vous lui portez plus intense. Voyez Errol Flynn. Il donnait à sa victime l'impression que rien d'autre, ni carrière ni amis ne comptait plus qu'elle. Il l'emmenait faire une petite excursion, de préférence sur l'eau, pendant laquelle le reste du monde s'effaçait dans des lointains brumeux. Plus votre cible pense à vous, moins elle est distraite par des préoccupations de travail et de devoir. Lorsque l'esprit se focalise sur un seul objet, il se détend. Et ce faisant, toutes les petites pensées paranoïaques « Est-ce que tu m'aimes vraiment? Est-ce que je suis assez beau, assez intelligent? Avons-nous un avenir ensemble ?» s'évanouissent. Rappelez-vous, c'est de vous que cela dépend. Ne vous laissez pas distraire. Immergez-vous dans le présent et votre victime vous suivra. C'est le regard intense de l'hypnotiseur qui oblige son patient à se concentrer. Au fur et à mesure que décroît l'activité cérébrale de votre cible, ses sens s'éveillent et l'attraction physique que vous exercez sur elle va s'intensifier. Il suffira d'un regard de braise pour la faire rougir. Donnez la préférence au visuel, la vue étant le sens primordial chez les Occidentaux. Ainsi, l'aspect physique est fondamental. Cependant, visez une stimulation sensorielle d'ensemble. La belle Otero mettait en valeur à la fois sa poitrine, sa silhouette, son parfum, sa démarche. Nos 5 sens interagissent. L'odorat stimule le toucher stimule la vue. Un effleurement, par exemple, active immédiatement les yeux. Modulez subtilement votre voix. Parlez d'une voix plus grave et plus lente. Les sens, quand ils saturent le cerveau, oblitèrent la pensée rationnelle. Dans Les égarements du cœur et de l'esprit, de Crébillon fils, roman libertin du XVIIIe siècle, Madame de Lurçay entreprend de séduire le jeune Melcourt. Elle dispose de plusieurs atouts. Lors de la soirée qu'elle donne chez elle, elle porte une robe qui la dénude savamment. Sa chevelure est légèrement en désordre. Elle lui lance des œillades assassines et sa voix tremble un peu. Dès qu'ils sont seuls, elle le fait asseoir tout près d'elle et elle se met à parler plus lentement. Enfin, elle se met à pleurer. Melcourt a pourtant toutes les raisons de lui résister. Il est amoureux d'une fille de son âge et la rumeur l'a mis en garde contre les entreprises de Madame de Lurçay. Est-ce la toilette suggestive de la séductrice qui aura raison du jeune homme? Ses regards, son parfum, sa voix, la proximité de son corps, ses larmes? Tout y aura contribué sans doute, car sous l'effet d'un trouble indescriptible qui bouleverse ses sens, Melcourt finit par succomber. Les libertins français du XVIIIe siècle appelaient le moment ce point où la victime révèle involontairement des signes d'excitation physique se traduisant par différents symptômes. Le séducteur à l'affût les identifie aussitôt et agit immédiatement. Il lui suffit alors d'exercer une légère pression pour que sa victime s'abandonne à l'instant présent, oubliant passé, avenir et scrupules d'ordre moral. Ni le mental, ni la conscience ne la retiennent plus, et son corps cède au plaisir. C'est à cet abandon au moment que Madame de Lurçay a mené Melcourt
en suscitant un trouble de tous les sens qui le rend incapable de raison. En acheminant votre victime vers cette conclusion, rappelez-vous plusieurs choses. D'abord, un semblant de désordre a plus d'effet qu'une présentation impeccable. Madame de Lurset est légèrement décoiffée, sa robe chiffonnée, ce qui évoque davantage la chambre à coucher que le salon. Ensuite, soyez attentif aux signes d'excitation physique. Votre victime rougit, sa voix tremble, elle a les larmes aux yeux, de petits rires nerveux, elle fait des lapsus, tout son corps se laisse aller dans une position qui reflète la vôtre. Autant de signes qu'elle glisse insensiblement vers le moment fatidique. En 1934, un joueur de football chinois du nom de Li rencontra à Shanghai une jeune actrice, Lan Ping. Il la voyait souvent lors de ses matchs où elle l'acclamait à plein poumon. Ils se rencontraient parfois lors de cérémonies publiques. Il recevait alors de sa part d'étranges regards ardents avant qu'elle ne baisse vivement les yeux. Un soir, ils se retrouvèrent côte à côte à une réception. La jambe de la jeune femme frôla la sienne. Ils bavardèrent et elle l'invita à aller voir un film dans un cinéma du quartier. Une fois installée, elle posa la tête sur son épaule, lui chuchota à l'oreille pendant toute la projection. Plus tard, ils se promenèrent dans les rues et elle lui glissa le bras autour de la taille. Elle le conduisit dans un restaurant où ils burent du vin. Li l'emmena alors dans sa chambre d'hôtel, où elle le submergea de caresses et de mots doux, sans lui laisser une seconde pour se ressaisir. 3 ans plus tard, Lan Ping, qui s'appelait désormais Jiang Qing, se jeta de la même façon à la tête de Mao Tse-tung. Elle l'épousa et devint sous le nom désormais sinistre de Madame Mao, le chef de la bande des 4. Comme la guerre, la séduction est un jeu d'approche où tout est question de distance physique. D'abord, vous pistez votre ennemi de loin. Vos armes principales sont l'œil et une conduite énigmatique. Byron avait son fameux regard en dessous, Madame Mao ses yeux de braise. Le regard doit être précis mais bref, comme un léger coup d'estoc avec une lame acérée. Ce regard doit être lourd de désir, mais garder le visage impassible. Un sourire gâterait tout. Une fois la victime allumée, réduisez d'un coup la distance et engagez le combat au corps à corps, sans laisser à l'ennemi ni l'espace de repli, ni loisir de réfléchir à la position dans laquelle vous l'avez acculé. N'inspirez aucune crainte, flattez, faites en sorte que votre cible se sente virile ou féminine, louez ses charmes. Ce sont eux qui vous rendent si ardent. Rien n'est aussi séducteur que la sensation d'être séduisant soi-même. Rappelez-vous, Aphrodite devait à la ceinture qu'elle portait ses pouvoirs de séduction, dont l'art de la flatterie. Partager une activité physique est une excellente introduction. Le moine Raspoutine commençait par la passe spirituelle, la promesse d'une expérience mystique. Mais ensuite, le regard ardent, il invitait sa victime à danser et se montrait alors physiquement fort pressant. Des centaines de femmes ont succombé à cette technique. Quant à Errol Flynn, il préférait la natation ou la voile. Dans le milieu aquatique, l'esprit se met en veilleuse et le corps fonctionne selon ses propres lois. Celui de votre cible suivra le vôtre aussi loin que vous souhaitez aller. À l'instant décisif, toute considération morale s'estompe et le corps retrouve un état d'innocence. Vous pouvez y contribuer par une attitude désinvolte. Qu'importe ce que l'on pense de vous, vous ne jugez pas non plus votre victime. Errol Flynn acceptait dans sa totalité la femme qu'il convoitait, sans considération de type physique, de race, de niveau d'éducation, de conviction politique. Il était amoureux de sa féminité, et cela entrait pour une grande part dans l'attrait qu'il exerçait sur elle. Il l'entraînait dans une aventure faisant fi des restrictions et des jugements moraux imposés par la société, qui offrait à sa partenaire l'occasion de vivre un fantasme, de faire l'expérience du danger, voire de la transgression. Alors écartez toute morale, tout jugement.
Entraînez l'autre dans l'immédiateté du plaisir, oubliant règles et tabous. Symbole, le radeau. Il dérive au gré du courant vers le large. La côte disparaît bientôt et vous restez tous les deux seuls. La mer vous invite à vous immerger en son sein, oubliant soucis et inquiétudes. Sans ancre ni gouvernail, ayant rompu vos amarres avec le passé, vous cédez au bercement de la houle et abandonnez progressivement toute retenue. A contrario, certaines personnes sont prises de panique quand elles sentent approcher le moment fatidique. Souvent, un peu de mysticisme contribuera opportunément à masquer la nature de plus en plus physique de votre séduction. À l'époque de Nathalie Barnet, au début du XXe siècle, l'homosexualité féminine était marquée d'un tabou absolu. Les femmes qui en faisaient pour la première fois l'expérience se trouvaient honteuses, salies. Nathalie Barnet les amenait peu à peu vers la relation physique en l'enveloppant d'une poésie et d'un mysticisme tel qu'elle se détendait, se sentait au contraire purifiée. De nos jours, l'érotisme n'est plus tabou, mais beaucoup sont encore mal à l'aise dans leur corps. Une approche purement physique les effraie et les perturbe. Présentez-la plutôt comme une expérience d'union spirituelle et mystique, et vos victimes s'inquiéteront moins de vos audaces physiques.